même allons pouvoir sélectionner et sur laquelle on s'efforcera de vous apporter les meilleures réponses. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Gvozdeki pour la suite de la présentation. Madame Gvozdeki, pourriez-vous activer votre micro, Madame Gvozdeki? On ne vous entend pas. On vous laisse activer votre micro. Voilà, excusez-moi pour ce petit souci involontaire. Parfait. Donc, voilà. Alors, bonjour à tous. Merci professeur d'avoir fait cette introduction. Donc, je vais être assez courte parce que je pense que les exposés des médecins qui viennent après donc, sont très attendus par chacun. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette journée mondiale en visioconférence organisée avec le Centre de compétences Lorrain du CHRU de Nancy. Donc, nous organisons cette conférence, cette rencontre à l'occasion de la journée mondiale de la sclérodermie qui maintenant, vous le connaissez, se déroule aux alentours du 29 juin et qui est à l'initiative de la FESCA. Donc, nous avons retenu cette date du 29 juin en l'honneur du peintre Paul Klee, qui était un peintre suisse-allemand qui est décédé de la sclérodermie. Et la FESCA, la Fédération européenne, qui regroupe toutes les associations de patients sclérodermiques, qui est la Fédération européenne des associations de patients sclérodermiques, dont l'ASF est membre, donc a les mêmes objectifs que nous, à savoir donc communiquer et sensibiliser autour de la sclérodermie. Donc voilà, donc je vous explique rapidement ce qu'est l'ASF pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'ASF, c'est une association des patients sclérodermiques qui a plus de 30 ans d'existence puisqu'elle existe depuis 89. Elle a été reconnue d'utilité publique en 2004 et nous avons eu notre renouvellement d'agrément santé en avril 2022. Donc le premier agrément de santé était en 2017. À ce jour, nous comptons plus de 1200 adhérents, donc, et nous fonctionnons essentiellement avec des bénévoles. Nous n'avons qu'une salariée à mi-temps et donc nous avons pour nous aider dans nos activités 23 bénévoles. Donc, voilà comment nous sommes structurés actuellement. Donc, vous voyez, nous travaillons tous en synergie. Donc, 23 bénévoles qui sont répartis entre le bureau et le bureau qui compte 5 personnes et entre les différents bénévoles qui regroupent donc les administrateurs, les administrateurs, les délégués, les correspondants qui sont en cours de nomination et les animateurs qui sont en cours de nomination. Nous pouvons nous appuyer sur un conseil scientifique composé de 7 médecins sur qui nous comptons beaucoup, qui nous ont beaucoup accompagnés, et notamment pendant la période Covid et qui tout au long de l'année nous font part nous appuient et nous aident dans toutes les sollicitations que nous pouvons formuler. Donc, et puis, nous avons donc un salarié pour assurer certaines tâches de l'association. Alors, les objectifs de l'ASF, nous avons 3 axes principaux pour les objectifs. Tout d'abord, rompre l'isolement. Alors, pour rompre l'isolement, c'est créer du lien. Donc, je pense que c'est le but de toutes les associations de malades, l'objectif principal. Alors, pour cela, nous faisons essentiellement des visioconférences que nous avons dû développer en raison du Covid. Et nous organisons des rencontres en présentiel qui vont être de différentes natures, soit rencontres amicales, avec des repas, des cafés de patients, soit des événements sportifs et culturels. Donc, ensuite, le second objectif, c'est de rassembler, de collecter et de diffuser un maximum de connaissances.
Alors, ces connaissances, nous voulons les diffuser auprès des malades d'abord, du grand public pour sensibiliser aussi sur la maladie, des professionnels de santé et des paramédicaux aussi, mais également des institutions gouvernementales. Et le troisième grand objectif, c'est le soutien que nous apportons à la recherche médicale. Donc, pour vous donner une idée de ce soutien que nous apportons, en 2022, il représentait 135 000 euros et sur ces 135 000 euros, vous aviez 5 protocoles, soit 2 protocoles chercheurs et 3 protocoles jeunes chercheurs. Donc, en ce qui concerne la recherche médicale et le soutien que nous apportons, nous avons commencé à apporter ce soutien depuis l'année 2000 et à ce jour, ça représente 157 protocoles financés, soit un montant de 2 828 652 euros. Donc, c'est une somme assez conséquente. L'association n'a pas à rougir de ce qu'elle fait pour le fonctionnement de la recherche. Donc, pour soutenir la recherche, nous fonctionnons nous apportons ce soutien grâce aux dons, aux legs et aux produits de toutes les actions que nous entreprenons sur le terrain. Donc, tout cela est entièrement réservé et intégralement redistribué à la recherche. Et puis, nous apportons aussi notre soutien aux centres de compétences et de référence, comme aujourd'hui, en essayant de les aider dans leur action en faveur des malades sclérodermiques. Donc voilà, excusez-moi, il faut juste que je coupe. Voilà, donc alors, comment réaliser, comment nous y prenons? Pour réaliser tout cela, pour les malades, nous essayons de développer au maximum une écoute active et bienveillante par nos bénévoles. Donc, par l'intermédiaire du standard téléphonique qui est disponible pendant 5 jours par semaine et sur lequel on peut laisser des messages, et grâce aussi à une équipe active sur laquelle nous pouvons nous appuyer et qui couvre tout le territoire national. Et puis, pour organiser également et pour réaliser ces objectifs, nous le faisons aussi grâce à l'organisation de nos bénévoles sur le terrain dans les rencontres pour les événements et pour tous les repas, les visioconférences, les événements spectacles qui ont à but de récolter des fonds pour la recherche. Et puis, comment nous informons également grâce aux publications que nous réalisons. Donc, déjà le petit journal qui est trimestriel, donc soit 4 dans l'année, et des ouvrages divers qui sont intégralement, qui sont remis gracieusement aux adhérents. Et nous utilisons évidemment aussi les outils de communication actuels tels que le site internet, le Facebook de l'ASF, la chaîne YouTube de l'ASF, la messagerie et les médias et les radios de télévision. Donc voilà aujourd'hui comment nous fonctionnons. Donc je pense que le but de cette journée, puisque la plupart des personnes viennent déjà de l'ASF, c'est surtout de communiquer auprès que vous puissiez échanger avec les médecins. Et donc je vais laisser la parole au professeur Eric Cachula qui vient pour nous parler de la filière FAI2R. Denis, je te laisse faire la transition, bien sûr. Oui, merci Eric et merci surtout d'être là. Donc, ta présentation sera très précieuse puisqu'elle va nous donner de l'actualité sur la filière des maladies auto-immunes avec la perspective du nouvel appel d'offres et également donner quelques éléments sur les actualités thérapeutiques dans le domaine. Je rappelle qu'on ne te présente plus, que tu coordonnes la filière de santé des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares et que tu as une expertise particulière dans le domaine de la sclérodermie. Donc, bien entendu, toutes les questions importantes qui viendraient aujourd'hui pourront être soumises. On pourra sans doute t'envoyer des questions s'il n'y a pas la possibilité de répondre à tout pendant la séance d'aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole pour ton exposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Est-ce que vous voyez ma présentation en plein écran? Oui, parfaitement. Parfait.
Donc, si le site de l'ASF, c'est votre premier lien, pour avoir des informations spécifiquement sur la sclérodermie systémique, et je dois saluer Mme Gozdecki et toute l'association sclérodermique de France pour tout ce qu'ils font pour vous, patients, et pour la recherche. Et je dois dire que je participe volontiers au conseil scientifique de l'ASF, à toutes les activités de l'ASF, et je pense que le rôle des associations de patients est majeur dans les réseaux, dans le soin au quotidien, et puis pour vous aussi, pour être un peu moins seul au quotidien. La filière est votre deuxième source d'information fiable parce que financée par le ministère de la Santé. C'est la filière qui vous concerne. Il y a 23 filières de maladies rares. Eh bien, la filière de la sclérodermie, c'est la filière IFI2R, filière des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares. Vous savez que la sclérodermie est l'une de ces maladies auto-immunes systémiques. Voilà comment fonctionne la filière. La filière est financée par la DGOS, par le ministère de la Santé. J'en suis le coordonnateur. Le copilote, c'est Alexandre Bello, qui est pédiatre. Et il y a toute une équipe autour de moi, de médecins et de chargés de mission. Tout cela financé, pour ce qui concerne les chargés de mission, financé par le ministère de la Santé. Nous ne sommes pas financés par le ministère de la Santé. Ce sont les institutions qui nous financent. Mais tous les chargés de mission, et notamment Charlotte Lejeune, qui est chargée de communication, c'est elle qui est très active pour vous envoyer toutes les informations issues, produites par la filière de santé qui est la filière IFI2R. Donc c'est une grande équipe, une petite entreprise, je dois dire, très efficace. Alors, le réseau filière de santé, c'est quoi? Eh bien, ce sont d'abord des associations de patients. Et ces associations de patients sont partenaires de cette filière, et vous avez l'Association des sclérodermiques de France, et je vous encourage vivement à être membre, parce qu'ainsi vous aurez toutes les informations nécessaires et les actualités sur la sclérodermie. Ici, sur cette carte de France, on rassemble l'ensemble des centres de référence et des centres de compétences qui ont été nommés par le ministère de la Santé comme des centres experts sur les maladies auto-immunes et sur la sclérodermie. Et donc, vous voyez qu'il y a des centres partout en France, avec une bonne répartition géographique, ce qui veut dire que partout où vous habitez, vous avez près de chez vous un centre expert sur la sclérodermie. Et partout où vous irez voyager en France, vous avez, eh bien, dans les différentes régions des centres experts, et on peut vous orienter vers le centre expert si vous allez sur la région Bretagne, si vous allez sur la région Bordeaux, si vous allez sur la région PACA. Partout, il y a maintenant un réseau extrêmement performant de ces médecins experts, sur Île-de-France évidemment, mais aussi, vous voyez, dans les Antilles et à l'île de la Réunion, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner et pour vous apporter des soins nécessaires si vous quittez votre région. Les missions de la filière, en quelques mots, c'est harmoniser la prise en charge diagnostique, faciliter l'accès aux soins, définir des actions de santé, promouvoir l'éducation thérapeutique et faciliter la transition, c'est-à-dire le passage des centres pédiatriques des enfants, et la sclérodermie d'enfants existe, mais heureusement, elle est extrêmement rare, vers les centres adultes. Alors, parmi les différentes missions de formation et d'homogénéisation, d'harmonisation des prises en charge, il y a le développement des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Vous devez connaître cet acronyme parce que le protocole national de diagnostic et de soins a été pour la sclérodermie écrit en 2017, avec une petite mise à jour. Il y a quelques semaines, je vous en dirai un mot. Mais le rôle de notre filière, c'est aussi de couvrir toutes les autres maladies qui sont des maladies auto-immunes systémiques, et notamment, parfois, certaines sclérodermies ont un syndrome de Gouge-Rojegren associé. Eh bien, le protocole national de diagnostic et de soins du syndrome de Sjögren a été publié le mois dernier. On a d'autres projets qui vous concernent un peu moins, mais qui couvrent notamment le lupus avec sa mise à jour et d'autres maladies très rares. La sclérodermie, parfois, est concernée aussi par le lupus systémique parce qu'il y a des chevauchements entre la sclérodermie et le lupus systémique. Certains patients ont l'association des deux maladies, mais c'est aussi une situation vraiment très rare. Je m'arrêterai quelques minutes, mais très peu de temps, quelques temps, sur la mise à jour récente
actualisée 2022 du protocole de diagnostic et de soins de la sclérodermie systémique. Ça vous concerne. Ça concerne tous les professionnels de santé, ça concerne tous les patients. C'est-à-dire que dans ce document que vous trouvez en ligne, si vous utilisez n'importe quel moteur de recherche sur Internet, vous tapez PNDS sclérodermie, vous tomberez sur la version toute récente, 2022, de ce protocole national de diagnostic et de soins qui est aujourd'hui opposable. C'est-à-dire que les médecins qui vous suivent ont pour consigne d'assurer le suivi de ce qui est recommandé dans ce document pour le diagnostic, pour le bilan initial de la maladie, pour le suivi et pour le traitement, avec les nouveautés thérapeutiques notamment qui ont été inclus dans cette version mise en ligne il y a une quinzaine de jours. Donc c'est vraiment du très 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 frais, du tout récent, notamment pour la fibrose pulmonaire, puisque c'est là qu'il y a eu le plus d'actualité. C'est aussi audible, c'est-à-dire qu'on a développé des podcasts de ces PNDS. Donc, si au cours de certains loisirs ou au volant de la voiture, vous voulez entendre ce qui est raconté sur le PNDS de la sclérodermie, eh bien, vous pouvez télécharger des fichiers podcast. Très, très important. Nous avons mis en place en 2018 des réunions de concertation multidisciplinaire. C'est quoi une réunion de concertation multidisciplinaire? C'est des cas où le patient est en difficulté de prise en charge thérapeutique parce que résistant ou parce que très sévère et que plusieurs expertises de disciplines différentes sont nécessaires. Chaque centre expert ici dans le pays a ces réunions de concertation pluridisciplinaires et c'est très bien. Mais quelquefois, quand localement dans un centre, il y a une difficulté diagnostique ou une difficulté surtout de prise en charge ou une situation particulièrement sévère, d'hypertension pulmonaire, de fibrose pulmonaire, d'atteinte digestive sévère, d'atteinte d'ulcération digitale sévère répétée, eh bien, il est possible toutes les 4 à 6 semaines de présenter le dossier parce qu'il y a une rotation. La sclérodermie apparaît toutes les 4 à 6 semaines le mardi midi à 13h30 et tous les médecins en situation de difficulté peuvent présenter leur dossier et discuter avec un quorum de médecins nationaux, un quorum de médecins qui sont des cardiologues, des pneumologues, des internistes, des rhumatologues, des gastro-entérologues, quelquefois des greffeurs, parce qu'il peut y avoir des situations où on discute une greffe pulmonaire chez les patients sclérodermiques, on rassemble les meilleures expertises nationales pour discuter un dossier particulier. Et cette discussion de dossier peut prendre 30-40 minutes et on trouve et on fait la proposition de la meilleure prise en charge. Et donc, ça garantit aux patients la meilleure prise en charge sans devoir aller d'un centre à l'autre puisqu'il y a une discussion nationale. Et nous couvrons aussi de plus en plus des pays européens francophones comme la Belgique, l'Algérie et la Suisse. La filière a aussi développé des outils pour aider au diagnostic de la sclérodermie chez les médecins généralistes, pour cultiver la culture du doute. Et notamment, on a développé toute une série des clés diagnostiques. Et là, c'est une clé diagnostique sur le phénomène de Raynaud, ici, acrosyndrome paroxystique, qui explique aux médecins généralistes, eh bien, vous avez un patient avec un phénomène de Raynaud, et si c'est systémique. Et si c'est une autre maladie rare, mais il donne les clés d'aide au diagnostic, c'est-à-dire en pratique, j'ai un Raynaud, eh bien, je fais une capillaroscopie des anticorps antinucléaires. C'est le grand message de ces outils, qui seront aussi des outils de formation des étudiants en formation initiale, tant aussi de formation médicale continue que des médecins déjà installés en ville. Et cette action est menée en interfilière au sein donc des 23 filières. Nous avons créé aussi une commission médicaments, et cela vous concerne, parce que dans les maladies rares, la plupart des médicaments prescrits sont prescrits hors AMM, c'est-à-dire en dehors de l'indication de la mise en route de ce médicament, de la mise sur le marché. Par exemple, sur Alt pour afficher ou masquer. Traitement par le CellCept. Ce CellCept que l'on utilise dans la fibrose pulmonaire est en fait utilisé dans la prévention des rejets de greffe d'organes. Il n'y a pas d'autorisation d'utilisation de ce médicament dans la sclérodermie et pourtant on le fait. On le fait pour la fibrose cutanée, on le fait pour la fibrose pulmonaire. Eh bien, nous avions la mission du ministère de la Santé d'identifier au sein de notre filière tous les médicaments prescrits hors AMM. Et je peux vous dire que la cortisone, le méthotrexate, le cyclophosphamide,
le mycophénolate mofétile, beaucoup des médicaments utilisés dans la sclérodermie sont ORAMM. Notamment aussi, par exemple, le tocilizumab, le rituximab, on en dira un mot. Eh bien, identifier ces médicaments utilisés ORAMM pourrait permettre, en suivant les patients dans des bases de données, demain, d'avoir des données de vraie vie d'efficacité de ces médicaments et de bonne tolérance pour demain qu'on puisse utiliser officiellement ces médicaments dans cette indication. Nous avons aussi une commission pédagogique qui a lancé une action qui vous concerne. J'insisterai juste sur la diapositive du bas, sur les 6 minutes de la filière. On a pensé qu'il pouvait être bien, en 6 minutes, d'aborder des sujets de la filière pour exposer en 6 à 8 minutes, mais ça s'appelle les 6 minutes, ce que c'est les maladies de la filière. Et nous avons fait la sclérodermie en 6 minutes. Si vous voulez aller voir ce qu'est la sclérodermie en 6 minutes, eh bien, vous allez sur le site de la filière FAI2R et vous tapez 6 minutes. Et vous tomberez rapidement sur les 6 minutes de la sclérodermie pour vous apprendre à utiliser les bons mots pour expliquer aux vôtres, à votre famille, vos amis, ce qu'est la sclérodermie systémique. C'est difficile pour un patient d'expliquer en quelques mots la maladie dont il souffre, s'il doit l'expliquer. Bien sûr, il ne faut pas l'expliquer à toutes les personnes autour de vous, mais quand on vous demande quelle maladie vous avez, eh bien, trouver les bons mots, c'est parfois difficile. Eh bien, on a choisi les bons les mots simples, pour l'expliquer aux soignants, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux équipes de soins dans les hôpitaux, mais ça vous concerne aussi. Vous trouverez là vraiment un outil utile pour vous. On a beaucoup travaillé sur l'éducation thérapeutique du patient, je n'aborderai pas ce sujet, et on a partagé les outils fabriqués, on l'a partagé avec l'équipe du professeur Val, et il a mis en place un programme dans son service, et vraiment, je l'en suis très reconnaissant et je le félicite pour cela. On a développé pour les professionnels, mais aussi parfois pour les patients, de très nombreuses actions de formation. Nous avons les jeudis de la filière que l'on fait depuis 2017 avec 191 vidéos mises en ligne. Nous avons des webconférences dédiées aux patients et nous avons fait pour il y a quelques années, mais elle est toujours d'actualité, vous pourriez aller la voir. C'est comment préparer l'hiver quand on a une sclérodermie systémique. Et là, on s'est prêté au jeu avec une de nos infirmières d'éducation, Géraldine Vosch-Tazik, à bien décliner un petit peu tous les petits moyens utiles pour préparer l'hiver. C'est un peu tôt là aujourd'hui, on prépare l'été plus tôt, mais allez-y au mois de septembre et vous verrez en 45 minutes comment préparer l'hiver. On a fait de nombreux flashs d'actualité, de nombreux tutoriels aussi pour les professionnels de santé. Et vous voyez, depuis qu'on a mis du contenu vidéo, plus de 750 000 vues sur notre site. On a fait aussi pour vous, à votre demande, à la demande des patients et des associations de patients, des webinaires sur les thérapies complémentaires de bien-être. Ça a été une demande durant la pandémie et on a développé des webinaires sur l'ostéopathie, la réflexothérapie, la méditation, l'activité physique adaptée, l'auriculothérapie, l'acupuncture, le yoga, la sophrologie, l'hypnose, avec des séances en ligne que vous pouvez tester. Si vous êtes adepte de la sophrologie ou pour découvrir la sophrologie, vous pouvez aller sur le site et vous avez plusieurs séances. Tout ça est gratuit et facilement accessible, bien entendu, qui vous ont été fournis par la filière et par les experts de la filière que nous avons sollicités. Nous avons fait, j'espère que vous les avez eues régulièrement, durant toute la pandémie, des recommandations sur le Covid, sur la prévention de la transmission de l'infection, sur les recommandations vaccinales. La dernière que nous avons mise à jour est en avril 2022. Nous la diffusons à tous les membres de la filière et tous les centres experts de compétences et de référence ont reçu ces documents et peuvent vous les diffuser. Nous les diffusons, nous, on a l'adresse mail de plusieurs centaines de patients sclérodermiques. Et bien, à chaque nouvelle mise à jour, nous leur adressons ce document pour les tenir informés. On fait aussi une newsletter. Vous pouvez donc tout savoir sur ce qui se déroule au sein de la filière, tout simplement en vous inscrivant. Regardez contactfai2r@gmail.com. Si vous allez sur cette adresse Internet, vous pouvez demander à vous abonner à la newsletter de la filière. Vous la recevrez tous les 2 mois. Vous ne serez pas submergé de mails et vous aurez là des informations qui pourront vous être utiles.
Alors, un petit mot, puisque le professeur Val le souhaitait, sur la nouvelle vague de labellisation. Il y a actuellement des centres de référence et de compétences au sein donc, de la filière avec une cartographie. Il y a un nouvel appel à projet du ministère qui sort là dans les jours qui viennent et qui devra être rendu pour le mois d'octobre. C'est des centres de compétences qui pourraient devenir centres de référence, donc avec un financement de l'État, mais aussi des nouveaux centres de compétences pour mieux couvrir la carte de France. Et nous avons 12 projets de nouveaux centres de référence qui sont en gris. Ici, Nancy, Caen, Rennes, Nantes, Dijon, Clermont-Ferrand, Lyon, Nîmes, Bordeaux, Montpellier. Et puis, nous avons le projet au sein de la filière de 19 nouveaux centres de compétences qui sont en vert clair pour encore mieux couvrir tout le territoire Île-de-France et tout le territoire national avec des nouveaux centres, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Corse, et puis un deuxième sur l'île de la Réunion, ce qui est nécessaire. Donc, tout ça pour encore mieux assurer votre suivi si vous allez d'une région à l'autre et pour si vous allez en vacances, eh bien, en cas de problème, vous avez un correspondant dans la région où vous allez en vacances. Et tout ça est accessible sur Internet et sur le site de la filière pour savoir quel centre en question est le plus proche de là où vous allez en vacances. Quelques diapositives sur les actualités thérapeutiques. Je vois que nous sommes dans les temps. Très bien, je regarde le temps qui s'écoule. Et après, on aura le temps des questions si vous le souhaitez. Alors, j'ai choisi quelques diapositives sur les nouveautés thérapeutiques dans la sclérodermie systémique. Ces nouveautés thérapeutiques au cours des 12 derniers mois, des 24 derniers mois, concernent surtout les complications cardiovasculaires de la sclérodermie, surtout cardiaque et pulmonaire, surtout l'hypertension artérielle pulmonaire et surtout la fibrose pulmonaire. Certains d'entre vous souffrent d'HTAP, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est lorsque les pressions pulmonaires augmentent dans les artères du poumon. C'est pour ça que très régulièrement, on vous fait une échographie cardiaque selon les recommandations internationales et selon les recommandations du PNDS, et que très régulièrement, on vous fait des épreuves fonctionnelles respiratoires, parce qu'avec ce test d'épreuves fonctionnelles respiratoires, on peut évaluer votre capacité, vos volumes pulmonaires, mais aussi la diffusion des gaz au sein du poumon par un marqueur qu'on appelle la DLCO, la diffusion pulmonaire du monoxyde de carbone, du CO. Cette diffusion, eh bien, elle peut être altérée s'il y a une anomalie des vaisseaux ou s'il y a une anomalie du parenchyme pulmonaire. Et s'il y a une DLCO qui est diminuée alors qu'il n'y a pas d'atteinte du parenchyme pulmonaire, pas d'antécédent d'embolie pulmonaire, c'est un signe prédictif ou qui doit amener à être attentif sur le risque d'hypertension artérielle pulmonaire. Ce diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire, certains d'entre vous l'ont peut-être eu avec un examen complémentaire qu'on appelle le cathétérisme cardiaque droit, qui est un examen où on passe par une petite veine du bras et on remonte une petite sonde avec un capteur de pression au niveau des artères pulmonaires du cœur. Et c'est comme ça qu'on peut faire le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire. Et si c'est une hypertension artérielle pulmonaire liée à une maladie des petits vaisseaux du poumon associée à la sclérodermie, eh bien voilà le panel de traitements que nous avons à disposition. Les premiers médicaments que l'on a développés dans cette maladie, c'est en fait l'époprosténol intraveineux dans les années 1995-2000. Puis après, début des années 2000, est apparu le premier médicament par voie orale de l'hypertension artérielle pulmonaire qui s'appelle le Bosantan ou Tracleer, qui est un antagoniste de l'endothéline, alors que l'époprosténol est une prostacycline qui dilate fortement les vaisseaux. On utilise ces prostacyclines aussi parfois pour les ulcères digitaux, mais c'est un autre médicament qu'on appelle l'iloprost ou ilomédine, mais il a exactement le même effet que l'époprosténol. Il dilate les petits vaisseaux pour guérir les ulcères digitaux et certains d'entre vous ont déjà reçu ce médicament. Eh bien, quand on a l'hypertension artérielle pulmonaire, on peut avoir besoin d'un médicament équivalent à l'iloprost ou ilomédine qui s'appelle l'époprosténol et qui est administré en général par voie intraveineuse avec une petite pompe, mais c'est 24 heures sur 24. Donc, les traitements par voie orale ont révolutionné
la prise en charge de cette maladie qui avant était dépendante de cette voie veineuse avec des molécules comme le Bosantan, que d'ailleurs on utilise et que certains d'entre vous utilisent pour prévenir les ulcérations digitales, parce que ça marche aussi pour les ulcérations digitales. Puis ensuite sont apparus d'autres médicaments, notamment le Revasio, qui est qu'on appelle un inhibiteur de la phosphodiesterase 5, qui est le sildenafil. En fait, c'est le Viagra, mais pour l'hypertension artérielle pulmonaire, on lui a donné un nom qui ne prête pas à confusion, c'est le Revasio. Et certains d'entre vous prennent du Revasio matin, midi et soir en continu pour une hypertension artérielle pulmonaire. Ensuite, d'autres molécules se sont développées dans ces différentes voies spécifiques pour l'hypertension pulmonaire, comme l'Atsirca ou le Tadalafil, comme le macitentan, mais non disponible en France, ou bien le Volibris, l'Ambrisentan, qui est un équivalent aussi du Bosantan ou Tracleer. Et sur la voie des prostacyclines, d'autres médicaments se sont développés, notamment le Treprostinil, qui s'administre par voie sous-cutanée, mais en continu avec une petite pompe, et un médicament par voie orale qui est intéressant dans certaines situations, qui s'appelle l'Uptravi ou le Selexipag, qui est une sorte d'activateur de la prostacycline ou de ses récepteurs, mais en comprimé. Ça évite la voie intraveineuse. Et au cours des années, entre 2005 et 2015, on a appris à utiliser ces médicaments en combinaison. Et la stratégie maintenant, quand on a une hypertension artérielle pulmonaire, c'est de débuter par une bithérapie, c'est-à-dire en général un médicament ici parmi ceux-là, associé à un médicament parmi ceux-là par la voie orale. Donc, par exemple, la combinaison Ambrisentan et Tadalafil, qui est assez facile à prendre puisque prise en une prise le matin. Et, eh bien, tout récemment, une nouvelle voie thérapeutique a été identifiée. Tous les médicaments précédents étaient des médicaments vasodilatateurs pour dilater les artères pulmonaires qui tentent à se spasmer. Eh bien, dans le mécanisme de l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a ce spasme vasculaire, mais aussi la fibrose, un peu comme au niveau de la peau de la sclérodermie. Eh bien, une molécule a été identifiée comme pouvant bloquer la fibrose. Cette molécule s'appelle le sotatercept. Le sotatercept est une molécule qu'on injecte en sous-cutané toutes les 3 semaines, donc particulièrement facile d'emploi et complémentaire finalement aux médicaments précédents qui étaient là pour dilater les vaisseaux. Et donc la stratégie aujourd'hui serait de dilater les vaisseaux et d'utiliser ce médicament antiprolifératif. Alors ce médicament a fait l'objet en 2021 de la New England Journal of Medicine. C'est une des plus prestigieuses revues médicales avec le Lancet Science, qui montre que c'est vraiment une avancée thérapeutique et une nouveauté thérapeutique. Ce médicament est actuellement en cours d'essai thérapeutique de phase 3, c'est-à-dire qu'il est presque disponible, mais ça va encore durer quelques mois, mais l'essai thérapeutique de phase 3 a terminé son recrutement. On aura les résultats d'ici 6 à 9 mois. Et si ce médicament confirme son intérêt, eh bien, je pense qu'il sera utilisable en accès précoce, puisqu'on a maintenant pour les maladies rares la possibilité d'avoir des médicaments en accès précoce ou compassionnel assez précoce après la fin des essais thérapeutiques. Et c'est réellement un nouvel espoir pour les patients avec hypertension pulmonaire. Et puis ensuite, un petit mot concernant la fibrose pulmonaire, parce que c'est là aussi qu'il y a une deuxième avancée thérapeutique extrêmement innovante et importante et intéressante. La fibrose pulmonaire, c'est 40 à 50% des patients qui ont une sclérodermie. Tous ne justifient pas un traitement spécifique, mais certains ont une fibrose pulmonaire progressive ou une fibrose pulmonaire sévère d'emblée qui entraîne un essoufflement très important. Les stratégies thérapeutiques que nous avions jusqu'à présent, c'était un petit peu de cortisone, l'endoxan en perfusion, le Celcept en comprimé, ou le Mifortic ou l'Imural. Ça, c'était la stratégie thérapeutique standard et conventionnelle. Un nouveau médicament est arrivé sur le marché il y a maintenant 2 ans. Certains d'entre vous le prennent peut-être ou en ont entendu parler. Il s'appelle le nintédanib. Il agit sur la fibrose pulmonaire. C'est le premier médicament anti-fibrosant pulmonaire qui arrive sur le marché avec l'indication, l'AMM,
donc l'autorisation de mise sur le marché qu'est la sclérodermie systémique. Ce médicament ne va pas révolutionner la fibrose, mais tente à stabiliser sa progression et à freiner la dégradation ou le caractère progressif de cette fibrose. Ce médicament est intéressant. Il peut être en combinaison avec les médicaments précédents, parce que les médicaments précédents ciblent plutôt l'immunité, pour bloquer l'immunité, puisque dans la sclérodermie, il y a une activation du système immunitaire. Et donc là, il est complémentaire, jouant sur la fibrose. Il n'est pas toujours bien supporté. Il peut entraîner des diarrhées, il peut moduler son utilisation, on peut réduire les doses, il faut utiliser parfois l'imodium, mais une fois sur 5, on doit arrêter le traitement, mais 4 fois sur 5, on peut le maintenir et il apporte un bénéfice au patient. Autre nouveauté, dans la fibrose pulmonaire, c'est un médicament qui en fait existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Excusez-moi, je suis en webconférence, vous pouvez appeler dans 5 minutes, 10 minutes, merci. Donc, ce médicament est utilisé depuis une dizaine d'années dans la polyarthrite rhumatoïde. Et il a été testé dans la sclérodermie, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que dans les sclérodermies récentes, il y avait un petit peu d'inflammation, comme le reflète la C-réactive protéine. Et il y avait un taux d'IL-6, d'interleukine 6, qui est une molécule d'inflammation un peu élevée. Et donc, il a été essayé, ce médicament. Il n'a pas montré un effet extraordinaire sur la peau, mais en revanche, on a eu la surprise de voir qu'il pouvait avoir un effet intéressant sur le poumon. Et aujourd'hui, ce médicament est autorisé aux États-Unis dans la fibrose pulmonaire de la sclérodermie. Eh bien, la filière a mené une action avec la DGOS pour tenter d'obtenir un cadre de prescription compassionnelle, c'est-à-dire une utilisation anciennement qu'on appelait le RTU, c'est-à-dire une utilisation sous réserve d'autorisation du ministère, à condition de suivre l'évolution du patient dans une base de données. Mais c'est donc un médicament qui n'est pas nouveau, mais qui pourrait avoir une nouvelle indication qui est la fibrose pulmonaire, avec des résultats parfois très impressionnants. Donc, c'est un médicament maintenant qu'on discute en RCP, soit régional, local ou national, chez des patients qui ont une fibrose pulmonaire récente avec un peu d'inflammation dans le sang. L'autre molécule qui nous a aussi surpris, c'est le rituximab. Le rituximab est une molécule qui est une biothérapie utilisée dans les cancers des ganglions, les lymphomes, depuis plus de 20 ans. Il est utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune, depuis plus de 10 ans. Et on s'est dit que peut-être il pouvait être utile dans la sclérodermie, qui est aussi une maladie auto-immune. Quelques données laissaient penser que le rituximab pouvait bloquer et améliorer la fibrose pulmonaire, tout simplement parce que dans le poumon, il y a une activation de certains globules blancs qu'on appelle les lymphocytes B qui font des anticorps. Et ce médicament est un médicament ciblé qui va tuer le lymphocyte B qui fait des anticorps. On a eu quelques données assez controversées, quelques données de base de données qui étaient peu convaincantes, mais on a eu récemment un essai thérapeutique qui a été fait sur une faible population qui montre des résultats très intéressants dans la sclérodermie systémique, quelle que soit sa durée d'évolution d'ailleurs. Et puis on a eu le mois dernier, dans un grand congrès international, des résultats dans un congrès de pneumologie, d'un essai thérapeutique d'utilisation de ce médicament comparé à l'endoxan. Il faut autoriser l'application à prendre des photos ou de l'audio, qui montre que ce médicament peut faire aussi bien que l'endoxan. Cet essai n'a pas montré une supériorité, mais néanmoins a montré qu'il faisait aussi bien que l'endoxan dans ces situations. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le rituximab fait partie de l'arsenal thérapeutique que l'on doit discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire dans les situations de fibrose pulmonaire associées à la sclérodermie. Et ça, c'est le document que nous avons mis à jour pour les médecins dans le PNDS, dans sa version modifiée de 2022, qui est en ligne là depuis une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, et qui, sur la partie de gauche, c'est un peu compliqué, mais qui, sur la partie de gauche, indique que les patients qui ont une sclérodermie récente, nouvellement diagnostiquée, et qui sont à risque de fibrose pulmonaire sévère, même s'ils n'en ont pas, il faut discuter les immunosuppresseurs et ces nouvelles molécules que je vous ai citées, notamment le tocilizumab, s'il y a un petit peu d'inflammation.
Et on peut y associer, si besoin, le nintédanib s'il y a une fibrose pulmonaire, particulièrement si elle est progressive. Donc ça, c'est un outil qui est un peu compliqué pour vous, mais qui est vraiment la mise à jour sur comment on traite aujourd'hui, en 2022, en juin 2022, une fibrose pulmonaire au cours de la sclérodermie. Et ça, c'est pour les médecins qui vous prennent en charge. Si tous ne sont peut-être pas d'ailleurs au courant que ce PNDS a été remis à jour et mis en ligne il y a une quinzaine de jours. Voilà ce que je voulais vous dire. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la filière FA12R pour tout savoir sur la prise en charge des patients en France qui ont une sclérodermie systémique. Et je pense qu'on a peut-être 2-3 minutes pour une petite discussion. Parfait, oui, je crois qu'on est dans les temps et qu'on peut poser des questions. Merci pour ce panorama vraiment très complet, à la fois sur les problématiques de la filière, mais aussi sur les actualités thérapeutiques. Donc, c'est vrai que on voit que dans la sclérodermie, il y a tout de même de plus en plus de nouvelles stratégies thérapeutiques qui sont possibles et que les choses avancent progressivement. Et c'est important que cette information soit connue de tous, puisque parfois on a l'impression d'être avec des ressources limitées et en fait les nouvelles possibilités vont certainement se développer dans les mois, les années qui viennent. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main sur les réactions ou à poser des questions sur le chat. Alors, peut-être que l'ensemble des informations données ici est difficile à digérer en direct et qu'il faut un petit temps de réflexion. Et j'imagine, Eric, qu'on pourra te poser les questions à distance si on était en panne sèche de réponses ici localement pour renseigner les uns et les autres. Et je pense que c'est très important d'avoir attiré à la fois l'attention sur les ressources de l'ASF et les ressources de la filière qui sont accessibles aux patients et où il ne faut pas hésiter pour les patients de se rendre sur le site de la filière pour voir les vidéos et les supports qui sont destinés aux patients. Et donc, il y a une première question sur l'atteinte cutanée sévère. Y a-t-il de nouveaux médicaments ou des procédés pour les atteintes cutanées sévères mains ou pieds? Alors, pour les atteintes cutanées sévères mains ou pieds, tout est joué dans les 3 premières années de la maladie. Dans les 3 premières années, on peut agir et il faut agir très fort. Et maintenant, on a pris l'habitude d'agir de plus en plus fort. C'est dans ces situations-là qu'il faut utiliser un petit peu de cortisone, mais pas trop, parce que sinon il y a un risque rénal. C'est là qu'il faut utiliser des immunosuppresseurs. Et les immunosuppresseurs efficaces, c'est le méthotrexate, notamment, le Cellcept, notamment, et maintenant le tocilizumab. Je pense que les patients avec une atteinte cutanée qui ont une sclérodermie récente avec un peu d'inflammation méritent d'avoir une combinaison immunosuppresseur et tocilizumab. Alors, si c'est une maladie qui a plus de 20 ans d'évolution, malheureusement, là, on ne pourra plus agir sur la fibrose. Le médicament nintédanib ou Ofev, qui est efficace sur la fibrose pulmonaire, eh bien, n'a pas montré d'efficacité sur la fibrose cutanée, malheureusement. Il faudra encore attendre d'autres recherches thérapeutiques. Donc, les traitements symptomatiques sont possibles, bien sûr. Et parfois l'ilomédine au coup par coup peut rendre service. Après, tout dépend du type d'atteinte. Et quand c'est des atteintes cutanées, l'intervention qu'on aura tout à l'heure sur la médecine physique et la réadaptation permettra également d'ouvrir des perspectives. Il n'y a aucune voie thérapeutique qui doit être négligée, je pense. Tu as tout à fait raison. La prise en charge physiothérapique est majeure et essentielle dès le début de la sclérodermie et tout au long de l'évolution de la maladie. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, ni de main levée. Madame Gwozdecki, si jamais vous voyez une main levée, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, l'autre point qui est important, c'est ces RCP nationales qui permettent d'interroger des experts partout en France. Donc, des centres experts qui ne disposeraient pas actuellement de personnes très spécialisées en sclérodermie peuvent également s'adresser à la filière pour mettre les patients au programme des RCP. Donc, c'est vrai dans les zones qui sont un peu désertifiées sur le plan médical. Je disais, Eric, que les RCP nationales permettaient de permettre à tout le territoire d'accéder
à des conseils d'experts, même si le patient est dans une région qui est relativement démédicalisée, pour ne pas parler de désert médical. Alors, évidemment, s'il y a un désert médical, c'est embêtant, mais s'il y a une restriction du nombre d'experts, ça peut permettre de diffuser l'information. Il y a une levée de main, je pense. C'est Galaxy. Donc, on vous laisse la parole, Galaxy S10. Ou c'était une erreur de manipulation, alors peut-être. Alors, je ne sais pas. Il faut peut-être qu'on active le micro. Non, Galaxy S10, vous arrivez à intervenir? Non. Alors, n'hésitez pas à poser la question sur le chat hein, si le son ne marche pas. Ce sera plus simple. Voilà, donc j'espère que vous connaissez la filière FA2R, que vous connaissez toutes les fiches de recommandation pour comment gérer la pandémie, les vaccinations, quand se faire vacciner, quand faire les rappels. C'est ce qu'on a informé tout au long de l'épidémie. Voilà, ces fiches sont à votre disposition sur le site Internet si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. voilà, très bien. Donc, je crois qu'on est dans les délais pour passer à la suite. Grand merci, Eric, pour ta participation. Donc, on organisera d'autres réunions où on essaiera de faire appel au centre de référence de Lille. Et on va passer à la présentation suivante. Donc, sur la rééducation, docteur Foineau, si vous voulez partager votre écran, la parole est à vous. Voilà, n'hésitez pas à afficher en plein écran. Voilà, ça doit être bon. Bonjour. Alors, par contre, on ne voit pas encore votre présentation. Là, on a un panneau Zoom. Ah bon? Alors mince, parce que j'ai deux écrans. Comment ça se fait? Ah oui, on n'a peut-être pas le bon écran. Attendez. Tout à l'heure, ça m'a fait. Là, non. Voilà, non, là, on voit l'UGCAM qui est affiché. Bon. Ce qui est important aussi. Et oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Je vais mettre ça de l'autre côté. Et je vais mettre ça. Et là, ça devrait peut-être aller. Voilà, là, on a la présentation, mais elle n'est pas en grand écran. Ah bon? Et on est sur la 3e diapositive, je crois. Ah oui, pardon. Et là? Là, c'est bon? Alors non, je crois qu'on est toujours sur la 3e. Il faut peut-être quitter le partage et revenir. Sinon, je peux éventuellement essayer de projeter votre présentation. Je vais refaire un nouveau partage. Peut-être là, c'est mieux? Non, on n'a pas en plein écran. Là. Là, non? Non plus. Mais si vous voulez, je peux essayer de partager votre présentation. Si vous arrêtez le partage, j'essaie de mon côté. On va voir si ça fonctionne. Ça marchait tout à l'heure. Je réessaye peut-être juste. Oui, parce que j'avais fait des petits changements de dernière minute, mais sinon, c'est pas grave. C'est bizarre quand même que ça marche. Thomas Lecomte vous conseille de partager le bureau, puis mode diaporama. Alors, partager le bureau, ouais.
Donc, je me remets. Est-ce que là... Alors, pour l'instant, on n'a pas de partage. Oui, je me remets. Partager l'écran. Voilà. Et là? Non, on a le mauvais écran. Enfin, l'écran UG. Voilà, parfait. C'est bon? Oui, Bon. c'est très bien. Merci. Alors, donc, je vais vous parler de la rééducation en préventif et en curatif dans l'atteinte digitale et cutanée de la main. Donc, la sclérodermie, c'est donc une pathologie rare qui est peu connue des professionnels et qui atteint fréquemment la main et qui est pourvoyeuse d'handicap. Donc, je vais essayer de vous exposer l'apport de la rééducation dans le traitement de ces atteintes. Donc, la sclérodermie entraîne une sclérose, enfin, c'est une sclérose du tissu conjonctif par dégénérescence des fibres collagènes. Ça va entraîner un épaississement du derme, une perte de l'élasticité du derme et des fascias, les fascias étant des membranes fibroélastiques qui entourent les organes, mais aussi des structures anatomiques. Et donc là, je vous ai fait un schéma pour essayer de vous montrer comment la rééducation peut participer au traitement de la sclérodermie. Donc, vous avez donc une action qui peut être préventive, curative, sur la douleur, l'épaississement de la peau, en sachant que ces deux facteurs vont être source de diminution de la mobilité active de la main et elle-même va créer des adhérences, des tissus entre eux, des tendons et va être responsable de raideur. La perte de l'élasticité de la peau va entraîner une rétraction du derme, des fascias et va être également, elle, responsable d'une raideur. Et cette raideur digitale va entraîner un handicap fonctionnel. Donc, en préventif, le rôle de la rééducation va être par des moyens physiques de diminuer la douleur, d'assouplir le derme, d'entretenir l'élasticité du derme et des fascias, d'entretenir la mobilité active des doigts. Et là, il y a une importance en préventif de l'auto-rééducation. Alors, la douleur, on peut la rencontrer dans le syndrome de Raynaud par constriction des capillaires. Alors, comment agir par des moyens physiques? Ça peut être la chaleur qui peut, par action de vasodilatation, diminuer les douleurs, mais également par des massages circulatoires qui vont améliorer la circulation capillaire. La douleur, on peut la rencontrer dans l'inflammation articulaire, ce qu'on appelle arthralgie. Il y a des rares destructions articulaires, a priori dans la sclérodermie, et donc on peut proposer en rééducation une orthèse de repos articulaire qui est une orthèse confortable qui se porte la nuit. Si on a des douleurs dans les deux mains, on mettra plutôt en alternance une nuit sur deux pour pouvoir quand même utiliser ses mains. Sur l'épaississement du derme, on peut proposer le dépressomassage, qui consiste à assouplir les tissus. Alors, ce dépressomassage, il peut se faire par un appareil, c'est l'endermologie. Donc, vous avez des appareils qui ont des programmes spécifiques. Ça peut être manuel par le kinésithérapeute, palpé roulé, mais ça peut être aussi des automassages et mobilisation des tissus. Sur la perte de l'élasticité du derme, on peut proposer des étirements en préventif plutôt globaux du membre inférieur, enfin des membres supérieurs, par exemple en se levant le matin, étirer toute la chaîne des membres supérieurs, mais il peut être aussi proposé des activités physiques qui peuvent favoriser les étirements, comme le yoga, le pilate.
Donc, ces éléments peuvent diminuer la mobilité. Donc, cette mobilité, il faut l'entretenir. Donc, il faut faire un entretien de la mobilité active des doigts qui peut se faire dans l'eau chaude, le matin, dans le lavabo. Donc, on propose des exercices d'enroulement des doigts, d'extension des doigts, le travail des pinces polycidivitales. Ça peut être fait aussi avec des éléments qu'on a sous la main, par exemple un rouleau qui va permettre ce rouleau d'aider l'enroulement des doigts en flexion, l'extension des doigts, la mobilisation du pouce. Donc ça, c'était les éléments préventifs à faire donc, régulièrement. Et en curatif, l'objectif de la rééducation, elle va être de lutter contre la rétraction, de récupérer de la mobilité articulaire, d'améliorer la fonction de la main et de limiter le handicap. Dans le curatif, on devra faire appel de toute façon à un kinésithérapeute. L'auto-rééducation n'est pas suffisante, mais est aussi indispensable pour compléter ce que fait le kinésithérapeute, puisque c'est un travail à faire plusieurs fois dans la journée et tous les jours. C'est là où on pourra faire intervenir les ergothérapeutes qui se trouvent en général en centre de rééducation. Alors, sur la rétraction du derme et des fascias, il peut être fait des massages profonds et des étirements des fascias. Dans les rétractions, on propose également des étirements et des postures, mais plus ciblées sur la zone rétractée, par exemple sur l'extension des MP des doigts, sur l'ouverture de première commissure, sur l'extension de poignet, la flexion de poignet et des doigts. On a vu que cette diminution de mobilité pouvait entraîner des adhérences, des tissus, mais notamment des tendons fléchisseurs des doigts qui vont limiter la mobilité active. Et donc, il y aura un travail spécifique de dissociation des différents tendons fléchisseurs, des tendons extenseurs extrinsèques, des tendons extenseurs intrinsèques, et des mobilisations globales actives. La raideur qui s'installe nécessitera pour être limitée ou récupérée en partie un travail des amplitudes articulaires passives, c'est-à-dire avec l'autre main ou par les mains d'un kinésithérapeute. Ce qui est important, c'est de faire un travail articulation par articulation, ce qu'on appelle analytique, en flexion de chaque articulation, donc, puis en global, ce qui permet de limiter les douleurs articulaires. Ce travail se fait également en extension. Il y aura également il y aura également un travail sur le pouce, articulaire analytique, global, sur, analytique, en flexion, extension et global. Quand on a une raideur installée, on peut proposer des orthèses qui sont des orthèses de récupération d'amplitude en flexion ou en extension. Ce sont des postures donc qui vont agir lorsqu'on a une rétraction de la peau, des tendons, de la capsule articulaire. Les orthèses d'extension sont en général mises plusieurs heures d'affilée, donc plutôt la nuit. Il faut surveiller qu'elles soient bien tolérées. Elles doivent être bien tolérées si elles sont bien faites, donc il faut les faire par des spécialistes. Vous avez les orthèses de récupération d'amplitude en flexion qui sont des postures dynamiques en flexion globale ou ciblant des articulations. Elles ne se mettent pas plus de 5 à 10 minutes, plusieurs fois par jour. Sinon, elles sont mal tolérées.
Donc, l'importance de l'autoprogramme. Donc, les étirements, ils doivent se faire avec un temps de réalisation, 30 secondes, un temps de repos. Il est important de bien souffler pendant tout l'étirement pour relâcher le corps. Ils ne doivent pas provoquer de douleur. Et le mieux est de pouvoir faire ces étirements plusieurs fois dans la journée. Pour les automobilisations, elles doivent être infradouloureuses, au maximum des possibilités du mouvement. Elles sont réalisées 10 fois lentement et plusieurs fois étalées dans la journée. Alors, lorsqu'il y a une raideur installée, cela entraîne un handicap fonctionnel avec souvent un déficit des préhensions. Ce déficit de préhension, il va être aggravé par les cicatrices d'ulcération liées aux calcinoses ou au syndrome de Raynaud, au déficit de sensibilité. Donc, les préhensions globales peuvent être atteintes, les préhensions fines. L'ergothérapie qui peut être proposée en centre avec des objectifs bien établis peuvent permettre d'améliorer la dextérité, les préhensions globales ou fines, renforcer les pinces, la force de préhension. L'ergothérapeute permettra également, après un bilan d'autonomie, alors on peut s'appuyer sur le bilan de la main de Cochin qui est très orienté fonctionnel, activité de la vie quotidienne, déterminer quelles sont les difficultés et donc proposer des aides techniques adaptées en sachant que il peut être fait auprès de la MDPH, donc la Maison départementale pour le handicap, des demandes de prestations compensatrices du handicap qui peuvent participer au financement de ces aides techniques. Et donc, en fonction des activités, donc dans la toilette et habillage, vous avez des manches grossies qui permettent d'améliorer les préhensions globales. Vous avez des outils pour se couper les ongles qui n'utilisent pas les préhensions. Vous avez des outils qui permettent de compenser un déficit des préhensions fines pour enfiler les boutons. Une aide pour aider lorsque la force est déficitaire, donc un ouvre-bocal électrique, un ouvre-bouteille manuel, des ouvre-boîtes électriques ou manuels. Pour éplucher, couper, il existe des planches de préparation culinaire qui permettent de stabiliser le légume, par exemple, à éplucher. Vous avez les rasoirs à légumes. Vous avez les couteaux à manches verticaux qui permettent une préhension plus globale. Vous avez le coupe-pomme, etc. Voilà. Donc, en conclusion, c'est important que la rééducation elle soit adaptée en fonction des différents stades de la maladie. Il y a un intérêt à ce qu'une prescription de rééducation stipule au mieux le mécanisme d'atteinte, l'objectif de rééducation et les contre-indications éventuelles, qui permettra aux thérapeutes qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de cette pathologie de pouvoir intervenir tout de même. Il est important que les auto-exercices soient intégrés dans la routine de la vie quotidienne pour limiter l'enraidissement articulaire. Et à Nancy, donc une perspective de monter un atelier d'éducation thérapeutique dans le programme donc Explore sur la rééducation au centre donc, de rééducation Louis-Pierre Quint de Nancy. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si sur cette présentation, il y a des questions brûlantes dès maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'on pourra revenir sur les points qui concernent l'ETP tout à l'heure dans la présentation ETP. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou sur la conversation en levant la main.
S'il n'y a pas de questions tout de suite, ce qu'on pourrait proposer, c'est de passer dès maintenant à la présentation sur l'ouverture buccale et faire un point groupé sur les questions de MPR juste après ou en fin de séance s'il y a besoin d'un peu plus de réflexion. Madame Gozdeki, je vous laisse introduire la suite ou Madame Chudard. Si vous voulez. Il faut juste que je change de pièce. Oui. Donc, si vous voulez, je reprends la suite. Je suis désolée, j'ai eu un petit souci technique sur mon ordinateur. Donc là, je vous ai à partir du portable. Donc, c'est Madame Schmitt qui va reprendre la suite avec son exposé sur l'ostéovox, la technique ostéovox. Par contre, après la présentation, elle sera obligée de s'absenter. Donc, si vous avez des questions, je les recueillerai et je les lui transmettrai. Donc, laissez aussi vos coordonnées afin que nous puissions faire le nécessaire. Je vous remercie. Très bien. Madame Schmitt, on vous laisse partager votre écran. Bonjour à tous. Alors, je n'arrive pas à partager mon écran. Ça me dit que c'est désactivé. Vous avez fait écran partagé? Oui. Alors, attendez. Ah, vous n'êtes peut-être pas en co-animateur? Normalement, si. Vous aviez été... Non, je crois que Madame Schmitt n'est plus en côte. Je vais voir si je peux... Je reprends la main. Donc, là. Voilà, c'est fait. Vous devez avoir la main. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc je suis Schmitt Pauline, orthophoniste libérale. Alors, vous n'êtes pas encore en plein écran. Je crois qu'il faut double-cliquer sur votre présentation. Voilà, c'est bon. Ou la mettre en diaporama, mais sinon on pourra lire, je pense. Et là, je l'ai mis en diapo. Mais, attendez, je vais le refaire. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? C'est bien en diaporama? Non, c'est en mode commentaire, mais je crois qu'on va pouvoir lire comme ça si on n'arrive pas à le passer autrement. D'accord. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur l'intervention orthophonique dans la prise en charge des patients atteints de sclérodermie. Donc, je vais aborder l'histoire de l'ouverture buccale, la thérapie manuelle ostéovox, mais aussi faire un petit rappel bref sur d'autres points. Donc, il y aura notamment une définition de l'orthophonie et de ses champs de compétences, puisqu'on a souvent encore tendance à associer orthophonistes et enfants qui ont du mal à articuler, à lire ou à écrire. Or, ça va bien au-delà de ça. Excusez-moi, je vous interromps. Je ne sais pas si vous avez avancé sur la présentation. Je suis juste sur le sommaire. Oui, parce qu'on ne le voit pas. On voit que la première diapo en réalité là actuellement. Mince, attendez, je ne comprends pas. Parce que là, moi, c'est affiché en plein écran. Vous aviez fait partager le bureau? Oui. Attendez, je vais refaire. Il y a le partager. Ah, attendez, non, je n'ai peut-être pas sélectionné le bon. C'est bon, je crois que là, ça y est, ça va. Vous allez me dire. Est-ce que là, ça marche? Voilà, parfait, là, c'est très bien. Ça y est, on y arrive. Voilà, donc je reprends le sommaire. Donc, je vais vous refaire une petite définition de l'orthophonie et de ses champs de compétences.
À partir de ça, j'aborderai aussi quand proposer et l'intérêt de la prise en charge orthophonique pour les patients atteints de sclérodermie. Et en fonction de ça, on verra qu'il y a 3 axes thérapeutiques qui sont ressortis par le biais des questions qui m'ont été apportées par Madame Godesky. Donc, les troubles de la déglutition vont être abordés, les altérations de la sphère oro-faciale, donc ça va être justement toutes les atteintes au niveau du visage, et les troubles vocaux. Voilà. Donc, dans un premier temps, l'orthophoniste, donc c'est un professionnel de la santé qui fait partie des métiers de soins, qui consiste à prévenir, évaluer et traiter les troubles ou les difficultés qui vont toucher le langage oral, le langage écrit, mais aussi la communication de manière plus globale, des fonctions oro-myofaciales et des autres activités cognitives comme le raisonnement ou la mémoire, par exemple. Donc, elle consiste également à maintenir les fonctions de communication et de l'oralité, donc c'est tout ce qui va être les troubles alimentaires, dans les pathologies dégénératives et neurodégénératives. On va pouvoir dispenser aussi l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale, comme des cahiers de communication, par exemple, pour permettre de compléter ou de suppléer les fonctions verbales lorsqu'elles sont trop sévèrement atteintes. Donc, dans le cadre de notre métier d'orthophoniste, on va s'intéresser également à toutes les altérations de la sphère orofaciale sur les plans moteurs et sensitifs. Donc, c'est ce dernier point surtout qui va nous intéresser ici dans la sclérodermie. Donc, quand et pourquoi débuter la prise en charge? La sclérodermie, c'est une maladie auto-immune où on va avoir une diminution de la mobilité et une rigidité qui va s'installer au niveau des tissus et notamment au niveau du visage. D'où ici l'atteinte du visage qui va pouvoir être prise en charge et cela le plus tôt possible, donc avec une prise en charge qui va être donc préventive et qui aura pour objectif de ralentir l'évolution de l'atteinte, préserver ainsi le plus longtemps possible les compétences et surtout la souplesse des tissus, et cela en respectant le seuil de douleur. Donc, on va toujours en fait proposer des exercices et des massages qui vont être dans une optique de détendre, mais sans qu'il y ait douleur. Une prise en charge tardive peut aussi être envisagée, mais là, les axes thérapeutiques et les objectifs seront différents. Ils vont devoir être réadaptés et auront plus comme objectif l'accompagnement, le conseil, favoriser le confort et le bien-être et maintenir les compétences restantes. Donc, peu importe le stade de la maladie, c'est vraiment par le biais du bilan qui va être proposé lors d'un premier rendez-vous qu'on va pouvoir adapter le projet thérapeutique aux besoins et aux plaintes du patient. Donc, à partir du bilan qui va être réalisé, on va pouvoir ensuite établir les axes qui vont être travaillés en séance. Donc, ce qui est ressorti au niveau des questions, c'est qu'il y avait souvent des troubles de la déglutition. On parle aussi de dysphagie, qui peuvent être légers à sévères, hein, selon le moment de la maladie, enfin, qui va dépendre, pardon. Donc, les plaintes qui sont ressorties, c'est des difficultés à avaler, des sensations de blocage dans la gorge, des pertes de mobilité de l'œsophage. Donc là, les objectifs qui pourront être envisagés en séance, ça va être donc d'amener le patient à s'alimenter en limitant le risque de fausse route, à savoir que le risque zéro n'existe pas. On peut tous faire une fausse route, hein, ça arrive. Mais dans le cadre de maladies ou de troubles, on va avoir un risque qui va être plus important. Donc, on va chercher à le limiter, ce risque. Et pour cela, on va proposer des adaptations dans la prise des aliments et des boissons. Donc, ça va être par le biais de conseils tels que des postures à adopter plus spécifiques, l'adaptation de texture qui peut être envisagée, mais aussi des exercices. Et là, notamment, on pourra aussi utiliser la thérapie manuelle ostéovox avec, par exemple, le maintien du larynx dans une position pour aider la déglutition. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a les dysphagies hautes, donc qui concernent toute la partie qui va de la bouche jusqu'à l'entrée de l'œsophage, où on pourra réellement intervenir en tant qu'orthophoniste et proposer une rééducation, où on va travailler notamment l'ouverture buccale, les mouvements de la langue, la mobilité des lèvres et travailler au niveau des mâchoires. Donc ça va, là vous voyez sur le schéma en vert, c'est le bol alimentaire, donc c'est ce qu'on va mettre en bouche.
qui va donc, le travail va pouvoir être abordé donc, sur cette première phase. La deuxième phase, en revanche, pour les dysphagies basses, où justement le bol alimentaire est passé dans l'œsophage, notre intervention va être beaucoup plus limitée. On ne pourra pas proposer vraiment de rééducation, mais plus des conseils. Voilà. Donc ça, c'est pour les troubles de la déglutition. On pourra ensuite axer le travail sur les difficultés au niveau de la sphère orofaciale. Donc, ça va être justement tout le travail qui va être réalisé au niveau des mouvements du visage, tant des mouvements tels que les mimiques, mais aussi après tout ce qui va concerner le travail plus interne avec le travail au niveau de la langue, des mâchoires, travail au niveau des joues. Donc, les plaintes qui sont ressorties, c'était des difficultés à tirer la langue. Le durcissement des tissus qui empêche une bonne ouverture de la bouche, des difficultés pour parler, pour faire des mimiques, et des douleurs qui irradient des mâchoires jusqu'aux oreilles. Donc là, à partir des plaintes, on va pouvoir proposer des exercices de détente, d'assouplissement pour essayer de maintenir la mobilité. Donc ça, c'est vraiment à titre préventif quand la prise en charge se fait tôt après le diagnostic de la maladie. Donc tout ça pour maintenir la mobilité et permettre aux patients d'articuler, mais aussi de mieux prendre les aliments en bouche. Donc ça va se faire par le biais d'exercices et de massages qui vont être à réaliser au quotidien. Donc là aussi, on a l'importance de l'auto-rééducation pour obtenir justement un résultat plus conséquent. Et à côté de ça, donc de ces exercices qui vont être à réaliser à la maison, on va pouvoir appliquer la thérapie manuelle au CO-Vox, où il y a là aussi des manipulations et des massages qui vont être proposés pour de la détente et de l'assouplissement. Alors, cette thérapie, je vous la présenterai brièvement à la fin des axes thérapeutiques pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est. Voilà, donc, et le dernier axe qu'on peut envisager, c'est tout ce qui concerne les troubles de la voix. Les plaintes qu'on a eues à travers les questions, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait souvent des dysphonie ou des problèmes respiratoires. Donc là, les objectifs, ça va être de travailler la respiration, le souffle. Pareil, ça va être adapté en fonction du stade de la maladie, des exercices de respiration et de relaxation, et la thérapie manuelle ostéovox qui pourra également être proposée ici. Donc cette thérapie, justement, elle a été créée par un ostéopathe belge, M. Alain Piron, qui a en fait mis en place cette thérapie manuelle et qui l'a proposée en formation dans un premier temps aux logopèdes et aux orthophonistes. Puis ensuite, il a élargi cette formation à d'autres professionnels de santé, tels que des ostéopathes, phoniatres, orthodontistes et dentistes. Cette thérapie, elle est axée sur la réhabilitation sensorielle et motrice qui va être appliquée à la sphère cervico-maxillofaciale. Tout ce qui va concerner vraiment le visage, les mandibules, mais aussi au niveau cervical. On a quelques manipulations à ce niveau-là qui vont être proposées. Donc, la démarche clinique ici, elle inclut un diagnostic qui va être posé à partir d'un bilan qui va être réalisé. Et donc, à partir de là, on va mettre en place un traitement des déséquilibres tensionnels des différents organes qui peuvent être impliqués dans les fonctions de respiration, de déglutition, de phonation, de mastication, mais aussi de posture. Donc, cette thérapie, elle a été adaptée pour justement nos prises en charge orthophoniques qui vont notamment pour les patients qui présentent des troubles de la voix, qui vont également avoir des problèmes au niveau donc, des cordes vocales, de la déglutition. Ça va pouvoir aussi intervenir pour les patients qui présentent des atteintes neurologiques, des paralysies faciales. Donc, c'est vraiment une thérapie qui est très riche, qui est très intéressante à proposer dans le cadre des atteintes au niveau du visage que peuvent présenter les patients qui ont une sclérodermie. Voilà. Donc, en conclusion, c'est vrai que pour ma part, c'est quelque chose qui est assez récent aussi, la prise en charge de patients avec une atteinte avec sclérodermie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément être amené à rencontrer très régulièrement pour l'instant en libéral. Et pourtant, je pense que c'est une prise en charge qui peut être très intéressante à mettre en place dès que possible, en préventif,
puisque cette atteinte du visage, c'est une réelle gêne et un handicap pour le patient. Le visage, c'est l'expression des émotions, c'est l'expression tout court. Donc, ça peut amener une réelle gêne dans tout ce qui va être aussi l'estime de soi et la qualité de vie de la personne. Donc, une prise en charge orthophonique, c'est un suivi qui est intéressant de proposer en parallèle d'autres prises en charge telles que la kinésithérapie ou l'ergothérapie, comme ça peut être représenté au-dessus au niveau de la main. Et ça peut apporter de réels bénéfices pour le patient dans l'évolution de sa maladie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a donné déjà une première idée sur ce que peut être la prise en charge orthophonique. Parfait, merci beaucoup. Je crois que c'est un point qui est effectivement très intéressant. Donc, vous pouvez arrêter, si vous voulez, votre partage d'écran. Donc, je ne sais pas si vous avez beaucoup de collègues là, qui actuellement s'intéressent également à la prise en charge de la sclérodermie dans vos groupes professionnels. Écoute, là, actuellement, c'est vrai que en libéral, très peu. Dans le secteur, me concernant, je n'en ai pas eu beaucoup qui m'ont parlé de ce type de prise en charge. Donc, c'est vrai que ça reste encore très méconnu. Très bien, parfait. Mais enfin, c'est quand même important à savoir et à ajouter à l'arsenal des possibilités. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions. Vous avez le temps pour une ou deux questions? Oui. Donc, je ne sais pas si sur le chat. Voilà, c'est une première question. Si vous avez des orthophonistes à conseiller sur les secteurs de Thionville, Metz, mais on pourrait ajouter Nancy aussi. Je peux me renseigner, envoyer un message sur les réseaux sociaux où il y a des groupes spécifiques aux orthophonistes, envoyer un message et après transmettre les coordonnées. Oui, voilà, ce serait très intéressant que vous puissiez transmettre les coordonnées à Mme Gouzdeki qui répercutera pour l'ASF. Et quelqu'un d'autre demande si vous avez des exemples de mouvements. Alors, ça va être des mouvements, les mouvements la plupart du temps qu'on va proposer, ça va être des mouvements très lents à réaliser où on ne cherche pas forcément de l'amplitude. Donc, par exemple, pour travailler l'ouverture buccale, ça va être simplement ouvrir et fermer la bouche, mais lentement. Voilà, c'est des mouvements qui doivent être réalisés doucement. Et il faut toujours se dire que dès lors qu'il y a douleur, on stoppe. Voilà, donc ça va être ça. Ça peut être aussi des mouvements qui vont se réaliser avec gauche-droite. Donc, c'est-à-dire que je vais amener la mâchoire du bas à droite. Je reviens en position neutre et je vais à gauche. C'est des mouvements qui peuvent être réalisés entre 5 à 10 fois, mais toujours lentement et doucement. C'est vraiment c'est doux. C'est des mouvements qui doivent être très doux. Une question qui concerne la prise en charge par l'assurance maladie, j'imagine. C'est prise en charge normalement à 100%. Hein. Là, les patientes que j'ai, dès lors que j'ai fait la demande, la DAP, ça a été pris en charge. Comme c'est dans le cadre de la maladie, c'est pris en charge. Donc, il y a une entente préalable qui doit être demandée? Oui, toujours. Hein. Nous, on est en fait les orthophonistes conventionnés avec la sécurité sociale. Il nous faut une ordonnance du médecin. Il faut forcément une prescription médicale pour pouvoir ensuite faire la prise en charge et obtenir les remboursements. Très bien. Parfait. Ben, on vous remercie beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Pas d'autres questions. Je repasse la parole à Mme Gouzdeki. Alors, pour ma part, je n'ai pas non plus d'autres questions par rapport, je les avais d'ailleurs transmises déjà à Mme Schmitt. Donc, je pense que s'il y a d'autres questions, je relayerai et puis je vous ferai savoir sur les professionnels qui proposent la méthode Ostéovox dès que j'aurai les données de Mme Schmitt. Je pense que sinon on peut continuer, professeur. Oui, parfait. Je vous laisse la parole pour introduire la présentation de l'ETP. Alors, donc, nous avons maintenant, ça va être le professeur Zully, le docteur Chérine, et puis Madame Guichon, qui est infirmière, qui vont vous présenter l'ETP Explore, et puis ainsi que l'application Stérocuisse qu'ils sont en train de mettre au point, donc une application numérique pour pouvoir. Voilà, je les laisse présenter, ils en parleront mieux que moi. Parfait. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation de partage? Ah, alors,
Je pensais l'avoir donné tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire de là. Attendez. Alors, je vais... Comme ça, je peux partager des diapositives. Alors en fait, Mme Gosdecki, là, il faut donner l'autorisation spécialement à Stéphane Zuilly, hein, vous voyez dans les participants en bas, et pas à JMS. Je suis en train de le rechercher. Je ne sais plus sous quel nom il est enregistré. C'est Stéphane Zuilly. Ça. Madame Gosdecki? Oui. En fait, il faut que vous passiez l'animation à Stéphane Zuilly sur son ordinateur portable. Donc, ce n'est pas JMS, mais Stéphane Zuilly dans la liste des participants. Excusez-moi, j'avais compris. Voilà, mais je ne l'ai pas trouvé. Mal exprimé. Normalement, ça devrait fonctionner. On a dû faire la manipulation nécessaire. C'est tout bon. C'est tout bon. Impeccable. Est-ce que vous nous entendez? Normalement, ça devrait marcher. Oui, tout va bien. Tout fonctionne. Parfait. En principe. Parfait, merci beaucoup. Bien. Parfait. Donc, bonjour à tous et merci d'être nombreux. J'ai vu qu'aujourd'hui, on était plus de 60 à être en ligne sur cette réunion. Donc, on est vraiment ravis. Et aujourd'hui, on va continuer les présentations au sujet de l'éducation thérapeutique et le programme ESCLORE, qui a été mis en place il y a plusieurs années à Nancy, grâce à l'accompagnement du centre de référence à Lille, nos collègues lillois qui nous ont accompagnés pour la mise en place de ce programme en Lorraine. Et l'intérêt de vous le présenter aujourd'hui, c'était pour vous faire un état des lieux, vous montrer vers où on va avec des projets d'ateliers et vous présenter aussi une application qui s'appelle Scléroquiz numérique pour permettre de l'éducation thérapeutique numérique et donc de IETP. Donc, je vais commencer par vous rappeler ce qu'est ESCLORE, puis nous présenterons l'application et ensuite les projets d'atelier. Alors, ESCLORE. Comme je le disais, suite à notre collaboration au sein du réseau de la FE2R et avec le centre de référence lillois, notre souhait est de pouvoir mettre en place un programme d'éducation thérapeutique au CHRU de Nancy et tout ça pour améliorer et faire en sorte de rendre les patients et de vous rendre autonomes dans la gestion de tous les jours pour des questions qui sont des fois peu abordées en consultation et où on ne passe pas suffisamment de temps pour pouvoir aborder toutes ces questions. Et donc, notre but, c'était de pouvoir reprendre les ateliers qui existaient déjà et d'en créer d'autres, comprendre sa maladie, les facteurs environnementaux, les traitements, mieux comprendre les traitements, certains traitements contre-indiqués, s'adapter à la gêne fonctionnelle, prendre soin de ses mains, avoir une bonne qualité de vie psychologique et donc une bonne santé mentale et aussi être en capacité de pouvoir parler de sa maladie et en parler autour de soi et trouver un soutien pour nous étaient des points importants pour pouvoir naviguer au fil de l'eau et avancer dans la vie avec la sclérodermie. Donc, on a mis en place ces ateliers et d'ailleurs, on va vous les présenter dans quelques instants. Et ce parcours de soins, ce parcours des patients, il marche de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on propose à chacun d'entre vous, à chacun des patients que l'on suit en consultation ou via des hospitalisations, on propose aux patients la possibilité de s'inscrire dans un programme d'éducation thérapeutique.
À partir de là, eh bien, Sonia Guichon, qui est à mes côtés, qui va vous présenter les ateliers, permet de pouvoir identifier quels sont les besoins du patient. Comment on va pouvoir vous aider, comment on va pouvoir aider le patient. Et un bilan éducatif partagé sera effectué, c'est-à-dire un moment d'échange où on peut identifier quels sont les ateliers utiles et quels sont les ateliers qui pourraient potentiellement passer en second plan. À partir de là, un contrat d'éducation et on définit des objectifs ensemble. On planifie les séances qui sont généralement toutes organisées les après-midi. Et ensuite, une fois que tout est planifié, que le planning est clair pour vous, pour les patients, eh bien, on se retrouve tous autour de la table pour échanger sur des thématiques différentes et complémentaires, avec en général 2 ateliers par après-midi, chaque atelier durant 1h30 à 2 heures, ce qui fait que de 13h30 jusqu'à 17h, on a une après-midi bien pleine ensemble pour pouvoir échanger sur les ateliers. Et ce qui est important pour nous améliorer et faire en sorte aussi toujours d'être au plus près de vos préoccupations et de vos besoins, eh bien, on évalue les ateliers, on évalue votre retour sur votre satisfaction et aussi sur le fait de savoir si vous avez acquis des compétences et si vous êtes plus autonome sur certains points. C'est un petit peu l'objectif. Et donc, pour ceci, pour nous, est extrêmement important. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on va présenter les 6 ateliers actuels. Et c'est le docteur Chérine Mohamed qui va les présenter. Et à partir de là, on continuera la présentation. Donc, je laisse la parole à Chérine Mohamed pour la description des ateliers. Merci, docteur Mohamed. Merci. Alors pour les ateliers, pour certains d'entre vous, vous les connaissez, voire vous avez déjà fait ce parcours, à la différence de l'année dernière où on avait certains ateliers qui étaient en projet. Ben là, on va pouvoir vous parler des ateliers qui existent déjà depuis quasiment le début de la mise en place de l'éducation thérapeutique et ce qu'on a déjà mis en place l'année dernière. Donc, les premiers ateliers qu'on avait mis en place, c'est la sclérodermie, que sais-je vraiment? L'objectif était de mettre en avant les connaissances que vous avez concernant la pathologie, comment elle se manifeste, comment la maladie se manifeste chez vous, mais également la prise de conscience et le corps. Mais également d'être capable de mettre des mots sur cette maladie, en fait, des connaissances, parce que ce n'est pas toujours évident d'expliquer cette maladie à l'entourage, aux aidants, mais parfois même à des professionnels de santé qui ne connaissent pas cette maladie qui est rare. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'aider parfois à vous qui êtes au cœur de la maladie, de votre prise en charge, d'aussi pouvoir exprimer qu'est-ce que la sclérodermie et pouvoir dire aux autres qu'est-ce que j'ai comme maladie. Le deuxième atelier, c'est plutôt un atelier de parole, de discussion et d'échange. L'objectif, c'est vivre avec une sclérodermie. Quel est le quotidien? Quelles sont les difficultés? Et dans le cadre de cet échange, parce que comme les ateliers sont réalisés en groupe, c'est aussi de voir quels ont été les obstacles des uns, les leviers des autres et comment chacun peut échanger dans ce contexte de maladie rare. C'est une maladie qui est peu fréquente, de pouvoir aussi discuter de son vécu et de comment chacun était capable de gérer sa maladie, mais également les handicaps et ce frein que peut être parfois la maladie et trouver des leviers pour passer au-delà de ces freins. La prise en charge thérapeutique, les traitements dans les maladies chroniques, c'est souvent un point de prise en charge qui est important. Un traitement, oui, mais quel traitement? Pourquoi je prends un traitement? Quel va être l'intérêt de ce traitement chez moi? Et quelles vont être les difficultés que je vais avoir à la prise de ce traitement? Ça peut aussi bien être les effets secondaires des médicaments, mais également dans mon quotidien. Je travaille, j'ai d'autres médicaments, j'ai d'autres situations, j'ai les enfants, j'ai le quotidien qui fait que parfois, prendre un médicament, ça peut être compliqué. L'atelier numéro 4, qui était déjà là dès le début, c'est le scléroquiz. Donc, le plateau de scléroquiz a été développé par l'équipe lilloise. Et c'est une façon un petit peu plus ludique d'essayer de se poser des questions sur la maladie, aussi bien sur le vivre avec, aussi bien sur les traitements, aussi bien sur des choses qu'on vous a dites au décours des ateliers d'éducation thérapeutique pour voir un petit peu comment vous avez appréhendé tous ces ateliers, puis comment vous avez un petit peu pris connaissance de la maladie, des traitements et ce que vous avez pu acquérir au décours de ces ateliers. Alors, 2 autres ateliers, l'année dernière, c'était des projets quand on vous avait parlé pour la première fois et maintenant, ce sont des ateliers qui se sont concrétisés. Je prends soin de mes mains, la prévention du syndrome de Raynaud, du phénomène de Raynaud et les ulcères. Alors ça, c'est la problématique de la sclérodermie. C'est ce qui est le plus invalidant chez les patients. Et c'est vrai que cet atelier, c'est
quelque chose qui est au cœur de la prise en charge de la sclérodermie, qu'on a mis un petit peu plus de temps à mettre en place parce qu'actuellement, c'est une participation qui est multidisciplinaire. On a la chance d'avoir des dermatologues qui y participent, des médecins de la rééducation, des infirmières également de dermatologie et des personnels infirmiers qui participent à ces ateliers pour voir cette problématique au niveau des mains, pour savoir comment prévenir le phénomène de Raynaud, les ulcères digitaux, mais également pouvoir aussi vous donner des consignes ou des informations sur comment les éviter, ces phénomènes, mais quand on a des ulcères, savoir les identifier sur des soins parfois de base, mais savoir aussi quand est-ce qu'il faut faire appel à son médecin traitant, à son médecin référent, et savoir aussi sonner la sonnette au bon moment. Et le dernier atelier qui était encore à l'état de projet l'année dernière et qui a pu se concrétiser, c'est la peau, faire de mon miroir son allié. Dans cette maladie qui parfois passe un peu inaperçue, mais qui parfois se voit physiquement, on essaye aussi d'améliorer la répercussion cutanée que peut avoir cette maladie au quotidien, aussi bien au niveau du phénomène de Raynaud, les mains, mais également sur le plan du visage et sur le plan cutané. Et cet atelier est animé également par l'équipe de dermatologie et on a la chance d'avoir une socio-esthéticienne qui va nous parler de la peau, qui va nous parler de la prévention et qui accorde un temps de soins également pour pouvoir apprendre un petit peu le maquillage également pour estomper un petit peu ces télangiectasies, principalement au niveau du visage, et qui peuvent être disgracieux. On va revenir maintenant sur l'application ScléroQuiz, qui était également à l'état de projet l'année dernière et qui a bien avancé depuis. Donc, ScléroQuiz, comme vous le savez, c'est un jeu de plateau collaboratif et sympathique, permettant de pouvoir échanger et de pouvoir aussi identifier des sujets de discussion sur un plateau, autour d'une table, entre patients, entre soignants. Et on s'est dit que lors de la période Covid, lorsqu'on était en train d'annuler les séances d'éducation thérapeutique à cause du confinement, mais également pour les patients et patientes qui ont des plannings ne permettant pas forcément systématiquement de pouvoir bénéficier de séances d'éducation thérapeutique et de se déplacer parce que le CHRU n'est pas forcément au plus proche de chacun et chacune, ou que le planning ne le permet pas parce qu'il faut se libérer toute une après-midi, eh bien on s'est dit qu'il était utile de pouvoir avoir dans la poche un outil permettant de gagner en compétences théoriques sur la maladie, et transformer ce jeu de plateau en jeu numérique, soit à partir d'un ordinateur, soit à partir d'une application sur un smartphone. Et ça a été un petit peu aussi l'orientation claire des agences régionales de santé, nous incitant à créer des outils d'éducation thérapeutique numérique pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous avons fait un travail à plusieurs, toujours, main dans la main, avec non seulement un infographiste, un développeur applicatif, plus notre équipe à Nancy, le centre de référence lillois et également l'entreprise qui a permis de pouvoir créer le ScléroQuiz à l'époque, AEI. Et à partir de là, nous avons repris le ScléroQuiz, l'avons adapté à un format numérique. Donc, vous pouvez voir ici l'exemple du ScléroQuiz et je vous montrerai une vidéo dans quelques instants, avec sur votre gauche une première page d'accueil vous demandant d'entrer un email et un mot de passe, et ensuite des questions, un petit peu à la méthode des flashcards, c'est-à-dire des questions-réponses, où le but, c'est de répondre simplement à une question, et à partir de là, soit on a bon, soit on a faux. Si on a bon, on passe à une autre question. Si on a faux, eh bien cette question-là sera identifiée comme étant potentiellement difficile, repartira dans le pool des questions qui seront reposées ultérieurement, et donc ça permettra de réentraîner la personne sur ces points à améliorer, et ça permet comme ça de pouvoir gagner en compétences. Je ne sais pas si vous vous entraînez sur certaines applications, des fois sur les smartphones, pour vous entraîner à parler des langues étrangères. C'est un petit peu le même principe, puisqu'on se rend bien compte qu'en jouant, on apprend d'autant plus facilement. L'ensemble du contenu et toutes les questions émanent du ScléroQuiz officiel. Donc, ce sont des questions qui sont des questions validées par des experts, qui ont été validées et créées à l'époque par le centre de Lille. Et ce qui est utile aussi avec la version numérique, c'est qu'on peut avoir accès à des liens vous permettant d'aller sur des sites d'intérêt
pour pouvoir approfondir certaines questions qui vous paraîtraient intéressantes ou certaines réponses qui susciteraient votre intérêt. Pour ce qui est de la vidéo, je vais vous la montrer. Donc, vous avez accès, donc je suis très heureux aujourd'hui de vous donner tous accès au ScléroQuiz numérique directement en ligne à l'adresse email suivante. Vous pouvez y avoir accès sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. La vidéo que je vous fais, c'est une vidéo en mode portrait, puisque c'est une simulation à partir d'un smartphone. Mais si vous êtes sur votre ordinateur, vous aurez un format paysage, évidemment. Je vais vous montrer la vidéo également d'une simulation comme si on était en train de jouer avec. Sachez que c'est une première version, donc soyez indulgents, n'hésitez pas à nous faire votre retour et vos retours, parce que cette application est faite pour vous, et n'hésitez pas à nous donner des idées, puisque peut-être que la version numéro 2 sera à votre image et sera améliorée grâce au retour de chacun. De plus, cette application est pour l'instant disponible sur l'adresse web suivante. Cependant, dans les semaines qui vont venir, le ScléroQuiz numérique sera disponible sur les stores pour Android et prochainement également pour Apple. Donc, voilà, vous y avez déjà accès via cette adresse web. Alors, la vidéo, comme vous pouvez le voir, quand vous rentrez sur la page principale, vous avez le logo ScléroQuiz et il vous dit exactement le pourcentage d'avancement dans le ScléroQuiz, l'objectif étant de 100%, mais de 100% de votre objectif. Et votre objectif, vous allez pouvoir le modifier. Si vous souhaitez faire 5 questions par jour, vous aurez la possibilité. Si vous souhaitez faire 10 questions par jour ou 15 questions par jour, c'est à vous de nous dire, c'est à vous de paramétrer ça dans l'application. Et comme ça, tous les jours, eh bien, cette application vous rappellera la possibilité de pouvoir répondre à des questions pour gagner en compétences chaque jour. Donc, voilà. À partir du moment où vous passez sur... vous cliquez dans le ScléroQuiz, vous rentrez avec les 4 couleurs du ScléroQuiz, à savoir, est-ce que c'est les couleurs orange sur une thématique de questions sur la sclérodermie, ou éventuellement questions rouges sur la maladie chronique, verte sur les traitements, et vous pouvez cliquer à droite pour pouvoir choisir le nombre de questions par jour que vous souhaitez, soit mode intensif, entre guillemets, ou mode un peu plus light. À partir de là, vous êtes en mesure de pouvoir aussi cliquer sur les infos avec l'onglet, excusez-moi, avec l'onglet qui est situé en bas. Voilà les infos. Les infos, vous avez la possibilité d'avoir des liens utiles. Vous pouvez aussi envoyer une demande d'information ou connaître les crédits. En ce qui concerne les liens utiles, excusez-moi, je vais y arriver, décidément, je ne clique pas au bon endroit. Vous avez la possibilité d'avoir les liens des associations de patients, donc de l'ASF. Vous avez les centres de référence, la filière nationale, les groupes de recherche, ou éventuellement des sites d'intérêt comme Orphanet ou la SNFMI, et les recommandations de la Haute Autorité de Santé avec le PNDS dont on vous parlait tout à l'heure. Pour les crédits, vous voyez ici toutes les personnes qui ont pu participer à la genèse de ce ScléroQuiz. Je sens que, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir créer un rappel et de modifier votre fréquence de rappel, qu'elle soit journalière ou hebdomadaire, changer votre mot de passe. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet, qui va être le jeu lui-même, l'accueil, en cliquant sur « Commencer ». Et les questions vont défiler au fur et à mesure, avec des questions à choix multiples. La taille de la police s'adapte à la taille de votre ordinateur ou de votre smartphone. Et soit vous répondrez bon et vous aurez une explication expliquant pourquoi vous avez bien répondu, ou au contraire, si vous y a une mauvaise réponse, eh bien, il y a toujours une explication qui vous explique pourquoi la réponse est mauvaise pour pouvoir vous améliorer. Donc, et vous voyez en haut, eh bien, les objectifs qui vont pouvoir atteindre éventuellement l'objectif de 5 questions par jour, ou de 10 questions par jour, ou de 20 questions par jour. Donc, ce ScléroQuiz, comme je vous le disais, est disponible déjà en ligne sur l'adresse que je vous ai donnée.
On pourra vous la retransmettre via l'ASF, bien évidemment. On attend vos retours et on espère très sincèrement qu'elle pourrait être utile, utilisée et à votre disposition, dans votre poche, à tout moment, pour pouvoir vous jouer et que cet aspect ludique puisse faciliter votre apprentissage au quotidien, en tout cas, que cette application puisse être en complément et en parallèle des séances d'éducation thérapeutique présentielle dans vos centres respectifs. Voilà pour le scléroquiz numérique. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre infirmière coordinatrice, Madame Sonia Guichon, qui va nous présenter les deux projets d'atelier. Un petit peu comme l'année dernière, on présentait deux projets d'atelier qui n'étaient pas en place et qui sont en place désormais. Voilà ce que nous souhaiterions mettre en place en 2023. Merci Sonia. Merci à toi. Bonjour à tout le monde. Alors oui, nos projets pour l'année 2023, c'est comme l'a dit tout à l'heure Madame Foineau, puisque ça avait été qu'on travaille également, c'est un atelier sur l'ergothérapie et un autre sur la kinésithérapie. Parce que une prise en charge précoce et en kiné et en ergothérapie permettent d'améliorer le quotidien de chacun, de ralentir l'évolution de la maladie, de récupérer de la souplesse, d'éviter les raideurs, de réduire les douleurs, enfin, n'importe que du bien aux patients. Donc, on travaille en collaboration avec l'Institut de rééducation Pierre Quint, Madame Foineau et son équipe. Pourquoi en ergothérapie? Parce que une fois que les raideurs, le handicap s'est installé, et ben, il existe des outils pour améliorer le quotidien. Donc ça, l'ergothérapeute va nous présenter tout ça. Madame Foineau l'a fait très bien déjà dans son exposé tout à l'heure, tout ce qui est technique, etc., qu'on ne connaît pas forcément, ainsi que les attelles et les orthèses de repos et les orthèses dynamiques afin d'améliorer, enfin de récupérer en amplitude au niveau des mains. Voilà. Pour le kiné, je vous ai dit, prise en charge précoce. Et tout sera bénéfique pour lutter contre les raideurs, soulager les douleurs, etc. C'est essentiellement un accompagnement à l'apprentissage d'auto-exercices pour que vous, à la maison, vous puissiez les refaire à votre rythme. Voilà. Tous nos ateliers, en fait, je voulais insister là-dessus, c'est tout un travail pluridisciplinaire, en fait, parce qu'à chaque atelier, on a l'intervention ou d'un médecin, en médecine interne ou en médecine vasculaire, ou un pharmacien ou un psychiatre aussi. Le dermato, comme on a vu, on a aussi des infirmières, une infirmière formée à l'automassage détente sur ce coup-là. C'est parce qu'aussi, il faut tenter de lâcher prise de temps en temps. Voilà. Et donc là, ce sera avec les kinés et les ergos qu'on va travailler. Donc, on est au début du projet. Voilà, une espèce de repos 2023. Parfait. Donc, ces deux ateliers, ergothérapie et kinésithérapie, nous permettront d'avancer. On rappelle les paroles de patients et je remercie les patients qui ont participé, qui nous ont transmis leur témoignage sur ce programme de TP, alors avec des retours positifs. Évidemment, on ne met que les retours positifs sur cette diapositive, vous imaginez bien. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est précieux et que vous savez, ceux qui ont pu participer ici, à Lille ou dans d'autres centres, c'est un moment où on enlève les blouses et on est entre humains pour simplement essayer de se donner la main, essayer de s'entraider. Donc, je pense que c'est vraiment un moment extrêmement précieux et extrêmement apprécié des patients, mais également de nous-mêmes. Pour nous, nous sommes heureux de pouvoir prendre ce temps-là qui est souvent toujours mis à mal avec des plannings toujours serrés, mais c'est des moments où on protège du temps et ça nous remet exactement dans la droite lignée de la raison pour laquelle on est au CHU, ou en tout cas dans nos services respectifs. Donc, c'est gagnant-gagnant et on est très heureux. C'est aussi une rencontre avec d'autres patients surtout. Et c'est des rencontres aussi entre patients, comme tu dis. Exactement. Ils sont maladies rares, ils sont peu nombreux et
ils sont tous. Enfin, ça leur apporte quelque chose de rencontrer d'autres patients qui vivent les mêmes choses qu'eux. Et ça permet de relativiser de temps en temps également. Pour les contacts, si vous souhaitez nous contacter, Sonia Guichon, infirmière coordinatrice, ou moi-même, il y a le numéro du secrétariat avec Mme Barbier qui sera heureuse de pouvoir réceptionner votre demande. N'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, nous remercions évidemment toute l'équipe qui, ensemble, main dans la main, nous permet de pouvoir atteindre notre objectif. Comme le disait à l'instant Sonia Guichon, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Et on continue à travailler, à étendre l'ensemble des thématiques, à tout simplement continuer à développer ce programme pour qu'il puisse, en 2023, 2024 et encore, se développer et atteindre les objectifs d'ateliers qui sont importants pour vous. Et donc, on a besoin de votre retour et de ce travail collaboratif main dans la main. Voilà, on vous remercie et nous laissons la parole à Denis Val et aux questions-réponses, bien évidemment, pour la fin de cette session. Merci. Alors, merci pour la présentation. Je vois qu'il y a déjà une question sur le chat. La première concerne le scléroquiz. C'est probablement une histoire de bug. C'est Madame Charrier qui a essayé de s'inscrire à plusieurs reprises et ça met un message email non valide ou déjà utilisé. Donc, je ne sais pas si vous avez rencontré ce bug d'autres fois et si Stéphane ou Alexandre Guichon ont des solutions pour ça. Alors, si on a plusieurs adresses mail, c'est plus simple, mais si on n'en a qu'une. Oui, alors s'il y a adresse non valide ou déjà utilisée, on peut faire une récupération de mot de passe, peut-être s'il y a déjà eu. Il y a deux cas de figure. Soit il y a déjà eu une inscription, auquel cas on peut faire mot de passe perdu, on remet son adresse email et un mot de passe sera régénéré. Si c'est un message qui apparaît alors que eh bien, la personne ne s'est jamais inscrite sur le site Internet, là, probablement, il faut régler le bug. Et comme je vous le dis, on est là pour pouvoir s'améliorer et puis créer une version qui sera totalement utilisable. Et à partir de là, je vous propose tout simplement de nous envoyer un email. Il y a une adresse email qui est une adresse email que je mets dans le chat, qui s'appelle scléroquiz@chru-nancy.fr. Et si vous avez la moindre question, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'email que je viens de mettre dans le chat. Ça vous permettra de pouvoir poser vos questions, voire nous faire part de bugs potentiels. Nous vous remercions de votre coopération et aussi de votre indulgence, puisque s'il y a certains bugs, nous serons là pour pouvoir y remédier. Et tous ensemble, ça permettra de pouvoir faire en sorte d'avoir une application totalement opérationnelle qui ne présentera plus de bugs si besoin. Voilà, donc... Et regardez dans les fichiers indésirables ou dans les spams si vous faites une récupération de mot de passe, comme dit une des participantes de la journée. Ou un participant, donc ça peut être une des raisons, hein, c'est que les mots de confirmation parfois sont envoyés dans les spams et du coup, il n'y a pas... Il n'y a pas la possibilité de se connecter, mais si vous faites mot de passe perdu, en principe, vous le récupérez. Parfait. Je vois qu'il y a une proposition aussi de partager sur la page Facebook et le site Internet de l'ASF l'information du scléroquiz. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, ce serait peut-être en effet qu'on se synchronise tous ensemble entre l'ingénieur applicatif, vous et nous. Comme ça, on pourrait même créer, pourquoi pas, un flyer scléroquiz numérique avec l'ensemble des logos des personnes participantes. Ça permettrait de pouvoir mettre en avant, aussi avoir un visuel que vous pourriez mettre en ligne sur votre page Facebook et mettre en ligne cela le plus rapidement possible. En effet, je pense que c'est une excellente idée. Je vous remercie de nous donner cette opportunité de mettre en avant cet outil pour vous. Alors, vous l'avez sans doute dit, mais je le répète, hein, on remercie beaucoup tous les patients qui ont participé aux ateliers parce que les ateliers s'enrichissent de l'expérience de chacun et donc c'est très important que des patients qui ont déjà fait les ateliers puissent revenir avec d'autres patients pour aussi échanger sur les différentes problématiques qui ont été soulevées aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si quelqu'un veut lever la main ou s'il y a d'autres questions sur le chat. Donc, Madame Gvozdecky, je vous repasse la parole si vous voulez. Oui, je veux bien.
Je pense que de toute façon, des questions, nous n'en aurons plus beaucoup puisqu'elles ont été recueillies préalablement et donc je vous les avais transmises donc, aux intervenants qui ont pu introduire ainsi les réponses directement dans leur présentation. Par contre, donc, moi, ce que je voulais faire, c'est déjà vous remercier toute l'équipe de Nancy, chaque intervenant, d'avoir tout le temps que vous avez consacré pour cette journée que vous nous avez accordée, et puis remercier aussi tous les participants d'être venus, d'avoir répondu présent à cette journée mondiale. Parfait, donc c'est le moment de remercier tout le monde. Encore une question, professeur. Ah, pardon, allez-y. Alors, attendez, je viens de la voir. Comme je suis sur le portable. Alors, c'est où trouver les exercices d'auto-rééducation des mains, c'est ça? Oui, c'est celle-ci. Donc, sur l'auto-rééducation des mains, il y a plusieurs sources qui sont possibles. Donc, il y a bien sûr l'atelier ETP qui va être développé et sur lequel on pourra faire des supports pour diffuser les exercices. Mais il existe aussi aujourd'hui un CD-ROM que tout le monde n'a peut-être pas, mais qui a été développé par le CHU Cochin avec des auto-exercices pour les patients. Donc, c'est un CD-ROM qui existe aussi en version imprimée et qui peut être diffusé. Donc, n'hésitez pas à nous le demander si besoin. Peut-être qu'à l'ASF, vous avez encore des CD-ROM. Je sais que ces CD-ROM avaient été faits en partenariat avec l'ASF. Alors, à ma connaissance, je ne sais pas. Je pense qu'on nous en avons, mais peut-être très peu encore en stock. Je peux vous faire… mais je crois qu'ils sont libres de droit et qu'on peut les copier assez facilement. Il suffit d'en informer les gens de Cochin, mais je crois qu'ils n'y voient pas trop d'inconvénients. Si nous en avons encore, nous pourrons vous les proposer. Voilà, donc sur les CD-ROM, il y a les exercices et ceux qui vont être mis au point, on les aura avec les ateliers et on pourra faire des supports à l'occasion des ateliers. Voilà, donc je crois que c'est le moment de conclure et de remercier tout le monde, donc tous les orateurs, y compris donc Erika Chula, coordonnateur de la filière maladies rares, l'ASF et tous les responsables régionaux, Madame Gwozeki, l'ensemble des orateurs et l'ensemble des participants. Je vous laisse conclure. Oui, donc pour ma part, merci aussi, merci à tout le monde, donc aux intervenants et à tous les participants. Je voudrais aussi quand même aussi préciser que donc cette conférence a été enregistrée, que vous allez pouvoir dans quelques jours la revisionner soit sur le site de l'ASF, soit sur la chaîne Facebook, sur la chaîne YouTube de l'ASF. Donc vous pourrez ainsi revoir les exposés qui ont été présentés si vous n'avez pas eu le temps de tout saisir. Et j'ai vu que les connexions étaient fluctuantes pour certains, donc ça peut être bien d'aller les revisionner. Parfait, merci beaucoup et bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde et merci.